Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo où essentiellement nous allons traiter de la représentation de la Terre, donc sous l'angle cartographique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bref survol historique de la cartographie et de la géographie de la préhistoire jusqu'à Christophe Colomb. Et bien sûr, ça va nous servir à faire des liens avec des événements plus actuels. Êtes-vous prêts? C'est parti. De la grotte, c'est bien sûr les informations que vous avez sur l'image au-dessus. Donc, de la grotte de Lascaux en France, on parle de 60 000 avant Jésus-Christ. Donc, grotte de Lascaux en France, première information géographique où les hommes préhistoriques dessinaient sur les parois de la grotte où ils pouvaient trouver plus de bétail, donc en localisant les différents endroits où il y avait le plus de bétail par rapport à l'emplacement de leur grotte comme tel, mais ils dessinaient ces plans-là pour les retrouver sur les parois de la grotte. Ça, c'est pour Lascaux. Mais les premières cartes à proprement parler, donc la production papier, si on veut, c'est en Turquie. Les cartes, pardon, qui décrivait l'emplacement d'une mine en Nubie 6200 avant Jésus-Christ. Donc ça, ce sont les deux premières manifestations cartographiques, si on veut. Alors, par la suite, en Égypte, on a les autres types de cartes qu'on appelle les cartes en papyrus, donc du paradis égyptien, ce qu'on appelle les cartes en champ de roseau. Donc les Égyptiens avaient déjà une perception du monde, on le voit très bien ici sur la carte, où on a le monde divisé en trois, l'Europe, l'Asie et la Libye, donc en quelque sorte l'Égypte. Carte datant de 2500 avant Jésus-Christ, donc en champ de roseau. Trois continents avec un océan, entouré d'un océan infini. Donc, les Mésopotamiens, eux, avaient l'habitude de dessiner sur une carte, bien, sur une tablette d'argile, ce qu'on appelle ici en haut la carte de Nippur. Ici, on est au 14e, 13e, 14e avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est pour les Mésopotamiens sur argile. Également sur argile, une carte du monde ici dressée par les Babyloniens. Ici aussi, c'est la représentation d'une ville sur tablette d'argile ici, 600 à 500 avant Jésus-Christ. Donc, comme dans le cas de Nippur, le dessin en fait d'une ville comme telle. D'où on a Babylone, dans le cas des Babyloniens, qui est au centre. Donc la période grecque, qui a évidemment été une période qui était donc après celle donc des Babyloniens, une période très faste, donc où il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de la cartographie. La période grecque, déjà avec Thalès de Milet, donc 580 avant Jésus-Christ, où on avait la terre ronde, qui est plate comme une galette ici, qui est entourée d'eau. Donc on a un peu la même représentation que celle qu'on a vue tout à l'heure. Aristote, lui, 335 avant Jésus-Christ, est le premier, évidemment dans la période grecque, à avoir amené des preuves de la sphéricité de la Terre grâce essentiellement à trois éléments. La forme, bien sûr, on le voit ici, la forme circulaire un peu des éclipses lunaires, donc qui pouvait prouver donc, que la Terre était ronde. Deuxième élément, disparition des bateaux à l'horizon. Donc les bateaux qui tranquillement on voyait que la coque disparaît, tranquillement le mât, le bas du mât, le haut, tranquillement, etc. Donc disparition progressive des mâts, des bateaux à l'horizon. Et troisième élément, le fait de voir des étoiles différentes dépendamment de où on est sur la planète. Donc qu'on soit ici dans la zone verte ou dans la zone ici rouge ou dans une autre zone, on est dans un champ de vision des étoiles qui est différent. Donc, trois éléments sur lesquels pouvait s'appuyer Aristote pour prouver la sphéricité
la rondeur de la planète Terre. Donc la période grecque continue à être très faste avec Ératosthène. Ici on est en moins 250 avant Jésus-Christ. Donc où Ératosthène qui a calculé les dimensions terrestres le jour en fait du solstice d'été, donc le jour du 21 juin, où normalement les rayons du soleil sont vraiment à 90 degrés. Donc à la ville de Sienne ici, où les rayons du soleil allaient carrément jusqu'au fond du puits. Donc il a mesuré son angle, ainsi qu'à la même période, toujours au solstice d'été le 21 juin, dans un autre lieu en Alexandrie, où un obélisque, une statue, avec son ombre, créait un autre angle qu'il a mesuré également. Donc, il a pu mesurer la sphéricité avec la sphéricité de la Terre, pardon, la distance entre Sienne, un endroit, et Alexandrie, un autre, le nombre de fois pour avoir la circonférence totale. Et lui est arrivé à environ 40 000 km. Ératosthène, c'est quand même très bon, puisqu'on sait maintenant que la circonférence est de 35 000 km. À l'époque de 5000 stades, là, un stade égale environ 157,5 mètres. La circonférence il a calculé total la distance entre Alexandrie et Sienne, donne environ 35 000 km. C'est Ératosthène qui a amené ces preuves-là. Alors ici, on a la table de Peutinger, qu'on appelle de l'époque romaine. Donc, à proprement parler, l'objectif de cette carte-là, en fait, ça servait plus de carte routière. L'objectif n'était pas d'avoir une description précise des éléments géographiques tels qu'ils sont réellement. Donc, ce n'était pas le but de recopier intégralement, mais plutôt, donc, à partir d'itinéraires, de tracer donc les routes accessibles à partir de cette carte-là. Donc on est ici. La carte de Ptolémée. La carte de Ptolémée est très célèbre en fait. Pourquoi? Parce qu'elle offre une vision en fait du monde qui a duré très longtemps. Du 2e jusque grosso modo fin du Moyen-Âge, 15e siècle. Avec, on le voit ici, la mer Méditerranée, quand même relativement précis, le Nil. Donc, non, pardon, la mer Méditerranée ici, le Nil. Partie plus inconnue, probablement l'océan Indien ici, bon, etc. Donc, pourquoi, en fait, cette carte-là de Ptolémée qui a été créée, je le rappelle, 2e siècle après Jésus-Christ, a duré jusqu'au 15e. En fait, comment ça, la vision du monde n'a pas évolué du 2e jusqu'au 15e siècle? Donc, vous voyez ici une autre carte Ptolémée qui a été rééditée, donc l'original et la réédition. Comment ça se fait qu'on utilise toujours cette carte au 15e siècle alors qu'elle a été créée au 2e? En fait, c'est très simple. C'est que lors de la chute de l'Empire romain d'Occident, donc 476 après Jésus-Christ, eh bien, les religions ont dû prendre de plus en plus de pouvoir pour guider en fait les hommes et leur offrir une vision du monde qui est un petit peu plus jolie, disons. Donc, on voit de plus en plus apparaître ce genre de carte. Donc, ce genre de carte-là qu'on dit T dans l'eau avec une grande barre, donc ici, la grande barre du T qui représente en fait la mer Méditerranée, la barre de droite qui représente le Nil et la barre de gauche qui représente la mer Noire. Évidemment, tout ça entouré d'eau. Hein, il faut se rappeler que le centre de la carte, c'est Jérusalem, c'est une carte chrétienne ici, et qu'on regarde le monde, donc, comme avec une vision hélicoptère, hein, à partir, vous voyez, avec Jérusalem au centre, avec le point de vue qui est à partir du centre, donc vers l'extérieur, donc la grande barre ici, le T ici comme ça. Aussi parce que T d'en haut et carte qu'on appelle donc aussi carte tripartite. Donc parce que dans la Bible, Noé avait 3 fils.
Hein, il y avait Shem, Cham et Japheth. Donc, les trois fils d'Anoné qui se partagent la planète en trois. Sem possède ici l'Asie, donc la partie qui est ici. Cham possède l'Afrique et Japheth l'Europe. Donc, carte tripartite, trois parties en haut, essentiellement centrées autour de l'idée que Jérusalem est au centre et que la Terre n'a que trois parties, donc l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Évidemment, on n'a pas découvert encore les Amériques. On va voir que ça va avoir une importance également tantôt. Donc, il existe environ 600 exemples de ce type de cartes qui datent du Moyen Âge, donc ce qu'on appelle des cartes T dans l'eau. Voici une autre carte de la fin du Moyen Âge qu'on appelle Mappamundi ou Map Monde. En fait, ça représente le monde connu, donc les terres au nord de l'équateur. L'Est est au nord et Jérusalem reste toujours au centre. Vous voyez ici le T dans l'eau. Et si on interprète les éléments, c'est ce qu'on peut voir. Donc Europe, Asie, Afrique, Jérusalem au centre, l'Est est au nord. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut revenir à l'étymologie et tourner vers l'Orient, orienter une carte, donc la tourner tout simplement vers l'Orient. On a vu tantôt que l'Est était dans l'autre partie. Grâce aux civilisations arabes, les cartes et la vision du monde de Ptolémée ont été conservées à travers les âges. Donc, évidemment, dans le bon sens, ici la carte de Ptolémée. Là, c'est un arabe qui s'appelle donc dans le bon sens, ici, Al-Khwarizmi. Donc, une carte de Ptolémée qui a été reprise, donc mise à jour, une carte de Ptolémée, plus de détails. Une carte essentiellement utilisée par les savants. Et ici aussi, la religion a beaucoup d'impact, donc chez les gens. Voici ce que les fidèles recevaient dans le Coran, donc la vision du monde centrée sur la Mecque, avec le Nil à gauche, toujours entouré d'eau, évidemment. Par la suite, on va voir apparaître des cartes qu'on appelle des portulans, c'est-à-dire donc des cartes maritimes de navigation. Ça permet facilement de naviguer de point à l'autre grâce à un compas, boussole, etc. Et ils datent toutes à peu près, ces cartes-là, de la Renaissance. Donc, grâce à ces cartes, Christophe Colomb va pouvoir partir effectuer son voyage. Pour la petite histoire, Christophe Colomb s'est basé sur les calculs d'un savant arabe, Al-Farghani du 9e siècle, qui a écrit que chaque degré de la circonférence terrestre faisait 57 000, donc l'unité de l'époque. La Terre mesurait ainsi 20 520 000, ce qui correspond à 40 996 km, alors que Farghani travaille en mille arabes, malheureusement, car Colomb, lui, pour sa part, travaille en mille romains. Donc Colomb est parti, il pense que la Terre mesure 20 520 km, fois 1,8, donc c'est environ 1,4 que ça fait en 1000 romains, égale 30 390 km. Donc environ 10 000 km de moins que ce qu'on connaît de la circonférence de la Terre actuellement. Donc, si on se fie à la carte de Bénin de 1492, la raison pour laquelle Colomb, quand il arrive en sol américain, il pense, lui, qu'il est au Japon. Hein, on se rappelle qu'il est en route vers l'Inde. Donc, il se base sur la carte ici de 1492. Des cartes qui ne sont pas correctes, donc où la circonférence est moindre que la réalité. Hein, il est en route ici vers l'Inde et il se croit au Japon, mais il arrive, il est en Amérique. Regardez le trajet. Crédit, évidemment, M. Nicolas Sougnez, sougnez.com pour son site, un collègue géographe belge, et bien sûr, les propres crédits sur son site. Merci beaucoup.